La Nouvelle-Zélande veut se débarrasser de ses prédateurs introduits parce qu'il n'y avait pas de mammifères en Nouvelle-Zélande avant, il y avait que des oiseaux. Du coup, ils veulent se débarrasser des mammifères d'ici 2050, donc c'est une énorme boucherie, quoi. On tue de l'opossum. L'opossum, c'est quand même un animal mignon. Bonjour et bienvenue à vous, c'est Régis Moscardini du blog de photographie animalière auxoisnature.com. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 58e épisode de mon émission Interview de photographe nature. La seule émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Alors pour ce nouvel épisode, j'accueille non pas un, mais deux photographes, alors évidemment pour le même prix, soit rien du tout en fait. Alors il s'agit de Manon Billard et de Lucas Meunier du site objectifsauvage.com. Alors vous les connaissez probablement pas, et en fait c'est tant mieux, comme ça vous ferez une super découverte. Eh bien leur truc à eux, c'est d'être partis pendant un an en Nouvelle-Zélande. Pas pour bronzer ou voir des matchs de rugby, quoique peut-être qu'ils l'ont fait, mais je ne le sais pas, ils me l'ont pas dit en tout cas. Non, en fait, plus sérieusement, ils y sont allés pour photographier la faune locale, particulièrement les oiseaux. Rien que ça, c'est déjà, je trouve, extraordinaire, sauf que leur formation initiale de scientifique, eh bien, les a poussés à aller plus loin. Leur idée est, je trouve, super originale et surtout, en fait, potentiellement très utile. Concrètement, ils sont partis là-bas étudier comment les scientifiques néo-zélandais s'y prennent pour préserver leur avifaune locale, ça veut dire comment ils s'y prennent pour préserver les oiseaux néo-zélandais. Peut-être que vous vous dites que ça n'a rien à voir avec la photographie animalière, et bien au contraire c'est très lié car ils passent énormément de temps sur le terrain pour observer et photographier évidemment les oiseaux concernés par les études. Donc deux jeunes photographes scientifiques qui, je vous l'assure, vont beaucoup vous apporter. Regardez un petit peu ce qui vous attend. Vous allez apprendre, évidemment déjà leur parcours photo. Est-ce que des études scientifiques comme ils le font actuellement, est-ce que c'est un bon parcours pour être photographe animalier? Comment ils ont appris la photographie? Comment ils gèrent leur photothèque en prenant leur photographie à deux? Est-ce qu'ils signent différemment? Est-ce qu'ils ont la même signature? Des astuces pour faire un reportage photo animalier? Quel est évidemment leur matériel photo? Comment sauvegarder leurs grosses photothèques en voyage, ne pas perdre tout et ce qui pourrait être dramatique pour eux et peut-être pour vous si vous partez également en voyage. Quelque chose de très important qu'on a abordé longuement et qui concerne le financement d'un tel projet photo, comment ont-ils fait? Et donc lié directement à ça, eh bien, comment ont-ils fait pour réussir leur financement participatif? Et puis si vous êtes jeune et étudiant, eh bien vous découvrirez comment faire pour partir un an à l'étranger, j'allais dire gratuitement, en tout cas presque, en tout cas en grande partie grâce à l'État. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour Manon, bonjour Lucas. Bonjour Régis. Bonjour Régis. Je suis en train de battre le record de distance pour une interview. Mon plus loin, en fait, mon interview la plus lointaine, c'était à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec Grégory Paul. Mais là, en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment l'autre bout du monde et c'est un sacré challenge, en fait. Hein. Ben oui, c'est un sacré challenge. On est à 18 000 km de la France. C'est ça. Ouais, c'est vraiment, quand on dit à l'autre bout du monde, c'est vraiment au sens propre comme au sens figuré, finalement. Hein. Il est quelle heure chez vous? Alors il y a pile 12 heures de décalage, 12 heures de décalage, du coup il est 22h12 là. Mais alors, on est toujours le vendredi 22 février, mais sauf que chez vous, c'est le soir. Voilà. Tout à fait, on est vendredi soir, ouais. Donc s'il y a un petit peu de décalage, c'est forcément normal, parce que le temps que voilà les ondes sonores se propagent, c'est normal. Et donc moi au montage, je vais pas m'amuser à couper tous ces petits trucs. Donc là, ceux qui nous écoutent, ne vous étonnez pas s'il y a un petit décalage à chaque fois. Ça fait comme les reportages télé, tu sais, en direct à l'autre bout du monde, ça fera un petit peu ça, ça fera un peu du live en fait. Ouais. Il fait quel temps chez vous? Moi je suis curieux de savoir tout ça. Alors nous en fait on est en plein été. Et c'est l'été néo-zélandais, hein. C'est pas l'été français. On va dire que c'est comme un mois de mai en France, donc il fait chaud, mais c'est pas non plus de la canicule. Hein. Et puis là aujourd'hui il pleut. Voilà. Mais ça reste des bonnes températures. On se balade en t-shirt, quoi. Oui. Vous n'aurez pas plus chaud comme nous, on peut avoir en plein cœur de juillet-août un gros chaud d'été bien sec et bien étouffant? Ben non, pas vraiment. Là, les températures maximales qu'on a eues, c'est 25, 27 degrés. Parfois, ben moi, là, on est actuellement près d'Auckland, donc on a un microclimat qui est assez chaud. Mais en fait, plus on descend au sud, plus il fait froid. Donc, ça dépend vraiment de la région aussi. L'été est vraiment différent en Nouvelle-Zélande. Alors la phrase fait bizarre, hein. Quand tu dis plus on va au sud, plus il fait froid, nous c'est pas possible quoi. Ouais, tout à fait. Mais là, on voit vraiment la différence parce qu'on a été quand même plusieurs mois dans l'île du Sud
et on a vu que la température a varié vachement et du coup là d'être monté aussi au nord, on a vraiment de la chance parce qu'on a vraiment du beau temps et quand même des belles journées comparées à certaines villes du sud. Bien alors bon, donc pour l'instant, nos auditeurs savent simplement que vous appelez Manon et Lucas et que vous êtes en Nouvelle-Zélande, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur vous. Donc en quelques mots, sans trop en dire pour garder un peu de suspense pour la suite, mais juste voilà, vous présenter un petit peu l'un et l'autre, savoir qui vous êtes. Donc moi, je m'appelle Lucas, je suis originaire des Alpes, de Annecy plus précisément. Actuellement j'ai 22 ans, j'ai fêté mes 22 ans en octobre en Nouvelle-Zélande. Et j'ai eu un parcours assez classique, assez droit. J'ai fait un bac scientifique en lycée agricole pour bénéficier de l'option écologie, agronomie et territoire, parce que j'ai toujours su que je voulais me diriger en direction de l'écologie et de la recherche. Et après, je suis rentré en faculté de biologie à Chambéry, où j'ai fait 2 années à Chambéry, et j'ai fait ma 3e année de licence de biologie en échange universitaire au Québec, à l'Université du Québec à Rimouski, donc de l'autre côté de l'Atlantique, où j'ai rencontré Manon. Voilà, et puis depuis 2 ans, là, je suis en master à Montpellier. Manon? Donc moi, voilà, je m'appelle Manon, j'ai 22 ans aussi. Je viens du sud-ouest des Landes, plus précisément. Donc j'ai toujours habité près de la mer, donc c'est de là que vient ma passion pour l'océan, tout ça. Et j'ai fait aussi un parcours assez droit avec une fac, enfin un bac scientifique, une fac de biologie des organismes. Et donc du coup, je suis en master et j'ai également passé ma 3e année de licence en échange au Québec, là où j'ai rencontré Lucas. Voilà. C'est où Rimouski au Québec? Alors Rimouski, c'est à 300 km à l'est de la ville de Québec, donc c'est toujours dans le Québec méridional, donc le bas du Québec. Et on va dire que c'est assez proche de l'Atlantique, c'est dans l'estuaire du Saint-Laurent, et c'est vraiment une ville côtière. Bon, il y a pas grand-chose autour, et c'est très sauvage. Hein. Très isolé. On a vraiment vécu un vrai hiver québécois comme il se doit. Alors, donc vous êtes parti en expédition en Nouvelle-Zélande pour mener un projet photographique là-bas. Alors, j'ai bien sûr plein de questions à vous poser à ce sujet, mais juste avant ça, quand même, on va continuer un petit peu à parler de vous, si vous voulez bien. Donc, bon, vous l'avez dit, vous êtes étudiant en master. Mais alors, donc, là précisément, dans quel domaine exactement? C'est le même master l'un et l'autre? Alors non, parce que moi, du coup, en licence, en 3e année à Rimouski, je me suis spécialisée en biologie marine, puisque c'est ça que je voulais faire depuis toute petite. Donc, j'ai postulé pour un master en océanographie. Et donc, j'ai fait ma première année de master l'an dernier à l'université d'Aix-Marseille en master d'océanographie, spécialité biologie et écologie marine. D'accord. Et toi, Lucas, Voilà. donc c'est autre chose alors? Ouais, moi c'est autre chose parce que moi je me suis toujours vraiment intéressé. Moi ça a été l'ornithologie en fait depuis que je suis gamin. Et j'ai toujours voulu travailler. Enfin, je vise un boulot qui me permet de travailler dans la conservation des oiseaux. Du coup, je me suis plus orienté vers un master plus terrestre en fait et plus axé conservation. Un master IEGB à Montpellier qui est spécialisé plutôt en conservation et en ingénierie écologique. D'accord. Alors, donc j'ai lu forcément un petit peu votre site internet, hein, votre bio pour en savoir un peu plus sur vous, et j'ai vu que vous étiez en année de césure. Et alors moi, je sais pas ce que ça veut dire année de césure. C'est quoi exactement en fait? Alors, une année de césure, en fait, c'est une année qu'on a décidé de prendre entre les 2 années de master, où en fait, on est toujours étudiant. Donc, au début de l'année, on a payé nos droits universitaires comme tout le monde. On a toujours notre certificat scolarité. Et en fait, c'est une année où on est censé faire des projets qui sont bénéfiques pour notre cursus et qui nous permettront professionnellement de nous élever, d'apprendre plein de choses et de retourner en master 2, donc en 2e année de master, sans passer justement une sélection. Donc on sera repris en fait dans notre université dans une nouvelle promo en septembre 2019. D'accord. Donc Alors, normalement, vous faites master 1, master 2 et tout se suit et voilà, c'est la suite. Enfin, c'est logique. Là, vous faites une pause, mais cette pause ne porte pas à préjudice quand vous voudrez reprendre la suite du master. voilà. Alors si je peux préciser, l'année de césure, c'est une circulaire qui est passée en 2015 et en fait, certaines universités l'ont mise en place et d'autres pas encore. Et en gros, c'est la possibilité de couper son cursus pour faire des choses en fait qui sont différentes que ce qu'on a l'habitude de faire dans notre cursus, moins scolaire et qui peuvent permettre d'apporter des compétences et à valoriser sur le CV qui sont différentes en fait. Par exemple, nous on est en Nouvelle-Zélande, mais j'ai un ami, lui par exemple, il a fait
il est parti faire 1 an de rédaction à la revue La Salamandre, où il a été donc salarié 1 an à La Salamandre. Voilà. D'accord, donc oui, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que quand vous sortirez de vos années d'études et que vous aurez votre diplôme et que vous serez sur le marché du travail, vous pourrez valoriser cette expérience-là en plus de votre diplôme. Donc c'est plutôt pas mal, je pense. Voilà, tout à fait. En plus, on a vraiment saisi cette année pour faire quelque chose d'un peu d'original. Donc, on voudra à fond valoriser toutes les compétences qu'on a apprises dans cette année, bien sûr. Ça sort du D'accord. parcours classique, en fait, donc ça nous apporte que du bon. Ok, ça marche. Alors j'ai une question par rapport donc toujours vos études et le rapport avec la photographie animalière, parce que c'est une question qu'on me pose souvent sur Instagram, même par mail, des jeunes qui me disent voilà, moi Régis, je voudrais faire la photo animalière plus tard. Quelles études tu préconises de faire? Et je suis toujours un peu partagé entre des études dites plutôt scientifiques ou alors carrément des études on va dire plutôt photographiques, voire même culturelles. Est-ce que vous qui êtes du côté des scientifiques, est-ce que vous pensez que les études scientifiques comme vous le faites, c'est une bonne porte d'entrée pour être photographe animalier? Lucas? Alors bon, je vais être clair dans le sens où les études scientifiques apportent pas le côté naturaliste. Ça, c'est vraiment le côté naturaliste. On va dire que c'est une compétence à développer par soi-même en dehors de l'école. Et peut-être certaines études comme un BTS gestion et protection de la nature vont apporter les compétences naturalistes, mais les études scientifiques, ça aide vraiment comment fonctionnent les écosystèmes, les espèces, les populations, ça aide vraiment le fond, vraiment connaître les animaux, mais pas reconnaître les espèces, tout ça. C'est vrai que ça va apporter beaucoup de connaissances aussi en conservation, donc je pense que ça peut être très intéressant si on veut se diriger plus sur de la photographie, reportage, par exemple pour des magazines, tout ça, plus raconter une histoire autour d'une espèce, comment l'espèce évolue dans son milieu, quelles sont les menaces qui pèsent sur cette espèce, qui sont les acteurs de la conservation, tout ça. Par contre, si on veut faire plus de la photo très artistique, je pense que des études artistiques vont être plus privilégiées, quoi. C'est vraiment intéressant ton point de vue, parce que du coup, moi, j'avais vraiment pas ça en tête, et là, tu viens de m'éclairer sur ce point-là. En fait, si je traduis avec mes mots à moi, en gros, vous apprenez le comment ça fonctionne, hein, et alors que, je veux dire, un BTS gestion serait plus sur le quoi, qu'est-ce que c'est, et reconnaître les espèces. C'est un petit peu ça la différence finalement. Oui, voilà, exactement. On va dire, par exemple, on va pas. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui savent pas forcément reconnaître les oiseaux. Par contre, ils vont, par exemple, faire des stages ou même une thèse pendant 3 ans sur une espèce où ils vont être vraiment spécialistes de l'espèce et ça va être sur des questions très très précises. Par exemple, comment a évolué la structure de l'œuf chez tel oiseau. Donc, on lit beaucoup de bibliographie en anglais sur tout le monde qui a travaillé sur cette espèce. Donc, on devient un spécialiste d'une espèce, mais on va pas dire que on apprend à reconnaître toutes les espèces d'oiseaux, tout ça. Franchement, c'est vraiment des compétences annexes, bien que beaucoup de gens dans le domaine, quand on est en écologie et recherche, sont passionnés et sont des très bons naturalistes aussi. L'un ne va pas Oui, sans parce que l'autre. ouais, ça va avec. Je veux dire, voilà, quand on fait ces études-là, c'est qu'à côté, il y a forcément une appétence, même tout petit comme vous, pour la nature, donc forcément, ça va avec. Lucas, toi, tu fais de la photographie. On va en parler forcément de la photographie de votre projet photographique des oiseaux en Nouvelle-Zélande. Manon, tu photographies toi aussi ou pas? Oui, oui, bien sûr, ben, j'ai développé cette compétence grâce à Lucas parce que moi j'avais justement le côté naturaliste, je l'avais pas trop développé avant de le connaître parce que j'avais plutôt la vision justement de biologie marine très écosystème, très global et j'avais pas forcément l'œil naturaliste, aller plutôt chercher des espèces, chercher à identifier, à savoir voilà qu'est-ce que l'espèce fait dans son cycle de vie, tout ça, c'est des questions que je me posais pas forcément. Et du coup, j'ai commencé la photo grâce à Lucas, hein, qui m'a apporté cette connaissance naturaliste aussi. Et du coup, oui, je me suis mis à la photo cette année, oui, bien sûr. Il y a à peu Alors, près 2 tiers, ouais. Il y a une grande partie des photos qui sont aussi les miennes, quoi. Je veux dire, je d'accord. participe beaucoup, quoi. Comment vous signez les photos? Parce que c'est un projet commun. Votre site, on va en parler du site, hein, on donnera l'URL tout à l'heure, mais c'est un projet commun, donc vous alimentez votre blog et votre projet photographique via vos photos à tous les deux. Vous les signez comment? Lucas et Manon ou chacun signe sa photo? Bah alors je vais répondre parce Ouais, que moi ça fait 10 ans que je fais de la photographie maintenant. Non même plus en fait 12 ans parce que j'ai commencé quand j'avais 10 ans et donc j'ai beaucoup de passés photographiques où j'ai fait enfin j'ai évolué mais c'est vrai que maintenant que depuis que j'ai appris à Manon on fait beaucoup de photos en commun depuis 2 ans et bah elle progresse assez vite et assez bien je l'avoue et Bah, la beau prof, c'est j'ai pour ça.
j'ai du mal à reconnaître, Ouais. j'ai du mal à reconnaître des fois si en fait c'est sur une session souvent on n'a pas les mêmes objectifs au sens propre, hein, on n'a pas le même boîtier, le même objectif, donc on va faire des choses très différentes souvent et souvent on le fixe à l'avance en fait ça, on va dire toi tu vas faire des plans larges, toi tu vas faire des plans serrés parce que vu qu'on est sur un projet, on veut pas perdre de scène, on veut être au top tout le temps. Ouais. Au niveau des différents plans et en fait du coup on est très complémentaires et c'est vrai que des fois il y a plein de fois si j'avais pas sur le feedback de l'appareil sur le pardon sur l'ordinateur si Des je savais exifs, pas quoi. les exifs de qui avait quel boîtier quel objectif des fois on saurait pas dire et il y a plein de Ouais. photos où on sait toujours pas qui c'est donc c'est Ouais. vrai qu'on C'est vrai, voilà on signe tout le temps à deux D'accord. ouais. D'accord. Je continue sur ce sujet de la formation photo parce que c'est vraiment quelque chose qui intéresse tous ceux qui nous écoutent. Donc voilà, donc on sait, vous avez votre bagage scientifique, aussi de la culture naturaliste que vous avez acquis par votre passion pour la nature. Mais du coup, quand vous avez commencé la photo, toi Manon, toi et toi toujours Lucas, quand tu cherches à te former, qu'est-ce que vous avez l'impression qu'il vous manque le côté, je sais pas, culturel, le côté artistique, qu'est-ce qui vous manque comme bagage, comme connaissance photo? Alors moi, du coup, comme j'ai commencé il y a seulement 2 ans, c'est vrai qu'il y a des fois, je me sens un peu limitée par la technique. Donc forcément, je progresse hein, grâce à Lucas. Maintenant, je suis beaucoup plus rapide, etc. dans les réglages, tout ça. Mais je sens que voilà, j'ai un peu du manque de technicité qui parfois me contraint. Et évidemment, l'aspect artistique, hein, puisque je commence tout juste. Donc bien sûr, je cherche entre guillemets l'inspiration avec le travail de Lucas et avec le travail que je vois là sur les réseaux, etc. Quand je cherche maintenant auprès des photographes, je cherche de l'inspiration, tout ça. Mais c'est vrai que souvent, je sens que je suis un peu limitée. Je suis vraiment dans la découverte. Puis en plus, on a tout le temps des espèces nouvelles à photographier. Donc, moi, je me suis pas formée sur des espèces, entre guillemets, euh, que je pourrais voir dans mon jardin en France et tous Ouais. les jours, voilà, prendre mon appareil et aller faire de la photo. Moi, je suis formée directement sur le terrain, donc je suis dans un nouveau pays avec des espèces que je ne connais pas, et du coup, tout ça va un peu vite. Donc Mhm. parfois, je me sens un peu limitée, mais voilà, j'arrive à me développer petit à petit. Voilà. Marc, C'est c'est bien aussi de se rendre compte de par la force des choses, de ses limites, parce que voilà, tu vois plein de choses d'un oui, coup, oui, ça va tout à assez vite. fait, oui, oui. Mais tu te dis, tiens, ça me manque, ça me manque, et c'est un excellent moyen justement pour progresser. Alors évidemment, l'intelligence fait que tu es capable de t'en rendre compte, hein, et donc voilà, c'est ce qui fait qu'aussi on arrive à avancer. Mais c'est bien, j'imagine, d'être confronté comme ça sur la réalité du terrain. Toi, Lucas, c'est quoi a priori, qui te manquerait dans tes compétences photographiques? Alors moi, je dirais que c'est en fait, je pense que le côté naturaliste, je l'ai eu depuis longtemps. Bah, moi, je fais principalement de la photo d'oiseaux. Bon, après, j'ai essayé de faire beaucoup d'autres photos. Je touche un peu à tout, mais je pense que en fait, au fur et à mesure, au début, mon but, c'était d'avoir comme tout le monde, hein, je pense au début, des animaux prêts, plein cadre. Mon but, c'était d'avoir l'oiseau qu'on voit pas souvent, un peu farouche, souvent des rapaces, très près, tout ça. Et en fait, je pense que ce qui m'a manqué, c'est vraiment l'inspiration artistique et les règles en fait, parce qu'il y a des règles en art comme partout. Et c'est comment composer une image pour qu'elle soit artistiquement parlante, parce que j'avais du mal à savoir pourquoi il y avait une de mes images qui plaisait à des gens plus qu'une autre. Et en fait, je pense que c'est vachement dans les tonalités des couleurs. Et j'ai une cousine qui est en école d'art et qui m'a beaucoup expliqué ça au niveau des couleurs complémentaires, de la composition de l'image. Bon voilà, après c'est toujours en travail et je peux pas dire que je suis encore très très bon là-dessus, mais c'est vraiment le domaine que j'essaye d'améliorer quoi. Bon, de toute façon, c'est sans fin, hein. Je veux dire, voilà, on a forcément des points forts les uns et les autres, et ces points forts, on cherche à les développer, on a conscience de nos points faibles, donc on cherche aussi à les développer, tout ça, c'est sans fin. Mais moi, je reviens toujours à un photographe que j'adore, c'est peut-être mon préféré, mon modèle quelque part, franchement, parce qu'il est très très fort, Sébastien Riu, euh, qui est vraiment assez exceptionnel, je trouve, dans le cadre de ses photographies artistiques. Et lui, il a fait une école d'art. Il a fait les beaux-arts et donc il n'a pas de culture au sens universitaire de culture scientifique, mais ce qui l'empêche pas de faire des photos extraordinaires en macro, en mammifère, et parce qu'il a aussi sa passion pour la nature qui l'amène à être bon dans la recherche, dans l'approche des animaux, dans les connaissances aussi. Donc je veux dire,
on peut tout apprendre à tout âge, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est jamais perdu en fait. Hein. Par rapport à votre matériel, tous les deux, vous travaillez avec quoi? Quelle marque? Quel objectif? Juste, je reviens avant sur ta question d'avant, Régis. Oui. Je voulais juste te dire aussi, moi, le photographe que j'aime beaucoup, artiste, Bastien Rioux est très bon. J'essaie de m'inspirer de lui aussi. Mais j'aime beaucoup aussi Jonathan Loire sur ce qu'il fait sur les photos en RAW. Je sais pas si tu as vu, bien c'est sûr. assez incroyable les images artistiques qui sortent et vraiment très très original sur des espèces très communes, quoi. Ouais, je vois tout à fait ce qu'il fait, c'est très très fort, c'est très très bon effectivement. Tiens d'ailleurs, allez, j'anticipe un peu parce que j'ai peur de l'oublier la question, parce que je l'ai pas noté, j'y ai pensé tout à l'heure, mais vous avez donc ce projet en Nouvelle-Zélande où vous voulez photographier les oiseaux endémiques, et on en parlera en détail tout à l'heure. Mais j'imagine que vous, en tant que scientifique, quand on photographie une espèce, c'est aussi pour qu'on puisse la reconnaître. Mais vous avez quand même ces inspirations-là qui viennent de photographes très artistiques, qui font que des fois l'espèce on la reconnaît pas forcément parce qu'il y a un fond très flou, parce qu'il y a une zone de netteté qui est très réduite, donc on voit pas toute la globalité de l'animal. Comment vous jonglez entre ces deux façons de photographier qui sont assez contradictoires en fait, hein? Oui, bien sûr. Alors, nous, notre but, justement, pour le projet photo, c'est de toucher un maximum de gens. Donc, du coup, on essaie vraiment d'avoir des images très générales. Donc, on essaie d'avoir tous les plans d'images, c'est-à-dire l'oiseau dans son environnement, l'oiseau en portrait, l'oiseau plutôt naturaliste, très très net, très beau, et puis l'oiseau plutôt qu'on cherche, plus artistique. On essaye vraiment de varier justement les plans, et c'est l'avantage qu'on a avec en ayant chacun notre appareil, c'est justement qu'on puisse avoir vraiment tous les aspects de l'espèce et justement avoir de la photo naturaliste et de la photo artistique, voilà, le mieux possible. On Oui, essaie de faire au mieux, quoi. oui, et puis on va pas se mentir, la photo. Souvent, on commence par la photo Oui, bien naturaliste sûr. pour sécuriser notre projet photo. Donc, on va faire peut-être, admettons, on a telle espèce d'oiseau devant nous, on va faire peut-être 2 heures de photo très pour le projet, quoi, terre à terre. Puis on va peut-être s'autoriser 1 ou 2 heures d'artistique à la fin. Et puis c'est peut-être pas forcément des photos aussi qu'on va montrer. Certaines, on va les montrer, comme tu dis, Manon, pour toucher aussi un large public, mais certaines, on va les garder pour nous, les mettre sur nos réseaux. Oui, Ouais, donc en fait, vous faites les deux. Et donc la réponse, elle est très claire. Ok, vous faites les deux parce que vous êtes déjà deux, donc ça facilite aussi un petit peu le travail. Mais j'aime bien, moi, c'est quelque chose que j'aime bien aussi dire à ceux qui débutent, de sécuriser. J'adore cette notion. Quand vous avez un animal devant vous, quel qu'il soit, on est toujours un peu pris par l'émotion. On a peur de le rater. Ben justement, quand on a peur de le rater, on a sur le coup, on fait une photo très classique qui casse pas 3 pattes à un canard, qui est normale, mais qui est propre. Après, derrière, on peut se faire plaisir, mais on a au moins la photo propre, quoi. Et ça, c'est important pour pas être frustré derrière, quoi. Oui, et puis tout à fait. Puis là, on a photographié des espèces qu'on ne connaissait pas, donc en fait, on ne sait pas, voilà, si l'espèce va d'un coup s'envoler pour les oiseaux, hein, d'un coup Oui, disparaître. Donc on arrive sur le terrain, on est un peu pris de court. Vite, il faut sortir les appareils, il faut prendre le plus d'images possible. Du coup, au début, voilà, on sécurise, et puis après, voilà, si l'espèce se laisse approcher, reste au même endroit pendant longtemps, du coup, on arrive, voilà. Parfois, justement, on a un exemple assez clair, hein, c'est que le faucon de Nouvelle-Zélande, qui est une espèce endémique, qu'on a vu une seule fois, on était dans un free camp, donc justement on dormait dans notre van, hein, dans un free camp, et l'oiseau est arrivé se percher sur un sapin juste à côté de nous. On a eu 5 minutes pour le prendre en photo dans des mauvaises conditions, et c'est le seul moment où on l'a vu en 5 mois de voyage, alors que c'est d'accord. une espèce qu'on aurait pu recroiser plusieurs fois, quoi. Du coup, on a D'accord. sécurisé et Ouais, on non, n'a mais pas c'est sûr. fait l'artistique, C'est sûr. voilà. Je reviens sur ma question du départ, finalement, parce que, mais c'est de ma faute, hein, je vous ai embarqué ailleurs, mais quel est votre matériel, du coup? La marque et les objectifs que vous utilisez? Donc nous on a moi c'est vu que ça fait longtemps que je fais de la photographie, j'ai acquis plus ou moins plusieurs deux boîtiers et plusieurs objectifs donc que je prête à Manon. J'avais un Canon 7D. Maintenant j'ai aussi un Canon 7D Mark II donc 2 boîtiers 7D et 7D Mark II et en objectif j'ai un 70-200 focal 4 stabilisé et un 100-400 focal 4 5.6 stabilisé et un 17-40 en grand angle focal 4 donc tout Ouais, chez donc Canon. tu couvres quand même, voilà, toutes les plages focales, donc tu peux faire un reportage complet. Toi, donc toi, Manon, du coup, t'as tendance à utiliser plutôt quel objectif?
Alors moi, donc au début, j'ai commencé avec du grand angle parce que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup avoir cette vision d'oiseau dans l'environnement, voilà, plus large. Parce que Lucas, et en plus, je vais pas le cacher, hein, le 100-400, c'est un peu compliqué puisque c'est un objectif qui est assez lourd. Et puis au début, les oiseaux en vol, forcément, je débutais, donc pour moi, c'était un peu compliqué. Mais voilà, je m'approche aussi pas mal du 70-200. Voilà, c'est le deux objectifs que j'utilise le plus. Alors, je tiens à préciser que ça peut paraître étrange pour les auditeurs de se dire, ouais, elle a commencé avec un 1740 en animalier, ça doit pas être pratique. Mais en fait, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup d'espèces, c'est pas du tout comme en France, qui sont très très peu farouches, quoi. Ça va être surprenant au début d'ailleurs. Toi, Lucas, qui a commencé et qui a fait beaucoup de photos en France, où on connaît le côté farouche des oiseaux et la faune en général en France, même si je pense que tu le savais, tu as dû être vachement surpris. Ça va être presque déstabilisant, non, de pouvoir s'approcher autant. Ah bah c'est complètement déroutant en fait. Ouais. Parce que c'est génial, hein. C'est des observations, c'est vraiment fabuleux. Mais c'est problématique parce qu'en fait, en France, t'as pas besoin de trop réfléchir. Tu vois l'oiseau, il vient 10 minutes, il est loin. Tu fais bon, bah c'est trop loin pour que je fasse une belle photo, une photo proche, je veux dire bien cadrée. Donc je vais faire l'oiseau dans l'environnement, c'est fait. Tandis que là, par exemple, je prends l'exemple des perroquets, les Nestorchia, donc des perroquets des montagnes, et qui viennent tellement proches qu'en fait tu sais plus quoi faire. T'es là, tu peux utiliser tous tes objectifs, mais ouais, le grand angle devient très intéressant dans ces cas parce que du coup on pouvait approcher vraiment très près les oiseaux, oui. Et du coup, je sais pas, mais j'aurais tendance à dire que presque je le mérite pas. C'est vraiment un raisonnement très basé sur mon expérience de la photographie en France où c'est difficile. Et la photo, quand tu arrives à la faire, c'est que, allez, avec des gros guillemets, tu la mérites au sens où tu l'as préparée, t'as affûté, voilà, t'as fait tes repérages, tout ça. Donc c'est un cadeau finalement quelque part. Là, est-ce que au premier abord, vous vous disiez pas, non, enfin, je sais pas, je le mérite pas, il vient, c'est trop simple, quoi. Non, il n'y a pas un peu cet esprit-là? bah alors après c'est pour ça qu'il faut peut-être plus partir dans les photos artistiques parce que là pour le coup même si c'est une espèce très commune et très proche comme je sais pas un moineau domestique ou une mouette rieuse, ça peut être très sympa et vraiment très dur quoi. La récompense ça va être de sortir une photo vraiment originale dans ce cas-là. D'accord. Mais Oui, le gros plan parfait, propre, mais sans folie artistique, finalement, c'est pas, voilà, c'est pas extraordinaire, quoi. Mais il y a des espèces quand même qui sont, je veux dire là on parle de, on va dire 60% des espèces qui sont vraiment faciles à approcher, mais il y a 40% autres, c'est aussi difficile qu'en France. Je pense par exemple le kiwi, qui est nocturne, qui est assez, qui est assez, il y en a beaucoup, mais c'est quand même très difficile de le voir. On en a vu qu'une fois et on a réussi à faire des belles photos. Et là c'était vraiment une super récompense. On a presque pleuré quoi. Ah ouais, non mais je comprends, tu m'étonnes. Ouais. Allez, on continue sur le matériel. Est-ce que vous avez dû changer ou adapter votre matériel, acheter des équipements supplémentaires par rapport aux contraintes de cette région du monde où, voilà, je pense que c'est assez humide, c'est pas comme chez nous, il y a peut-être plus de la poussière, enfin, voilà, des choses comme ça. Est-ce que vous avez dû adapter votre matériel pour ces conditions? Alors, malheureusement, on n'a pas trop eu le choix entre guillemets, donc on a pris. Lucas avait quand même des objectifs qui permettaient d'être assez complémentaires. Ce qu'on aurait aimé avoir, c'est un 70-200 focal de 8, puisque en Nouvelle-Zélande, comme tu l'as dit, déjà il y a beaucoup de forêts. Hein, c'est des forêts humides, subtropicales, donc très denses. Donc même en pleine journée, souvent c'est assez sombre. C'est assez sombre comme milieu. Donc on aurait aimé quelque chose de plus lumineux avec une plus grande ouverture. Ça aurait été parfait. Puis c'est vrai que plusieurs fois on a été embêté par le sable qui s'est infiltré dans le matériel, mais bon ça il n'y a pas trop de protection qu'on aurait pu anticiper. Il y a des fois on utilisait un sac plastique. Bon en fait on est vraiment low cost on va dire, parce qu'on a dépensé tout l'argent dans les billets d'avion, dans l'achat d'un van, etc. Et c'est vrai qu'on n'avait pas trop le budget pour le matériel, donc mais après c'est globalement, oui, ça s'est bien passé. Je veux dire, on n'a pas été contraint à cause de ça, quoi. On va dire que c'est comme partout, quoi. C'est pas un facteur limitant, quoi. Je veux dire, en France, on peut aussi trouver des endroits, voilà, les mêmes, et voilà, c'est pas un facteur forcément limitant. Oui, voilà. Allez, on arrive tranquillement à votre projet photo. On en a parlé un peu en filigrane comme ça, à droite et à gauche. Maintenant, on va vraiment entrer dans le cœur du sujet. Alors, question toute simple.
Alors juste, tiens, quel est en une phrase votre projet photographique? C'est un projet de 2 étudiants, donc nous, sur les espèces endémiques de Nouvelle-Zélande et sur les menaces qui pèsent sur ces espèces actuellement. Donc on veut développer, en fait on veut faire connaître au grand public ces espèces et surtout comment est-ce que le gouvernement et les habitants de Nouvelle-Zélande font pour les protéger, pour essayer de protéger ces espèces, pour en fait que ça fasse un exemple en France D'accord. pour nos Ouais. espèces. C'est-à-dire que, Voilà, en fait, c'était un peu... comprendre comment fonctionne le gouvernement et les habitants là-bas qui protègent leurs espèces et essayer peut-être de dupliquer, en tout cas de rapporter des exemples qui marchent chez nous en France, c'est ça, hein? En fait, voilà, on n'a pas la prétention Oui, bien de sûr. dire on va changer Oui, je comprends. Oui, le oui. cours de l'histoire, mais je veux dire, c'est plus, voilà, en fait, on n'a aucune idée de comment marche la conservation en Nouvelle-Zélande parce que c'est très très particulier, c'est une île, enfin, c'est spécial, hein. Il y a eu tellement d'espèces introduites, tout ça, que les méthodes de conservation sont drastiques, voire presque choquantes. Oui, D'accord. presque. Et en fait, c'est ça qu'on veut ramener. On veut ramener l'histoire des espèces de là-bas, des espèces, parce que la Nouvelle-Zélande a perdu 50% de ses espèces suite à l'arrivée des Maoris puis des Européens, D'accord. notamment à cause de la chasse, mais surtout à cause des espèces introduites, Introduite, quoi. oui, oui. Sanction pour que tout le monde vraiment soit pas perdu, hein. Espèce endémique, c'est une espèce qui est locale, qui est depuis toujours, hein, voilà. Et une espèce introduite, c'est une espèce que l'homme a amenée de manière artificielle. Je me trompe pas, c'est ça, hein? Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Et D'accord. en Nouvelle-Zélande, on a vraiment un exemple assez important, c'est-à-dire qu'ils ont introduit des dizaines d'espèces des 5 continents sur ces 2 petites îles au final. Mhm. Ça a été vraiment un choc pour les espèces endémiques présentes. Par exemple, il y a l'exemple il y a beaucoup. En fait, en Nouvelle-Zélande, par exemple, on va avoir beaucoup d'oiseaux européens, des merles noirs, des grives musiciennes, des pinsons des arbres, des chardonnerets. Il y en a plein, plein, plein. Et en fait, tout simplement parce que les Anglais, quand ils se sont installés là-bas, ils avaient envie d'entendre les chants d'oiseaux d'Europe. Du coup, ils ont introduit plein d'oiseaux d'Europe. Alors, c'est vrai que nous, maintenant, avec notre connaissance du XXIe siècle, voilà, nos connaissances scientifiques et puis notre appétence pour l'écologie, la protection de l'environnement, ça nous paraît complètement débile, finalement, ça. Mais je pense Ah oui, à l'époque, bon, bah voilà, ça faisait partie des coutumes, la quoi. colonisation, hein, Mais c'est ça, la ouais, colonisation. complètement, ouais, ouais. La On colonisation. se rendait pas Mais compte il y a des méfaits que ça pouvait faire, ouais. Non, non, pas du tout. même par exemple les Maoris, sans parler des Européens, ont Oui, décimé les Moas, qui étaient quand même les plus grandes espèces d'oiseaux du monde, qui faisaient Ouais, 3 mètres de haut. d'accord. ouais. Ils ont Voilà, introduit les premiers mammifères prédateurs, hein, les rats. les rats. Donc c'est les Maoris et pas les Européens qui les ont introduits en premier, hein. Non, les Européens ont introduit les rats et l'opossum, qui vient d'Australie, et ces deux, voilà, c'est ça que je parlais que c'était une conservation un peu spéciale, parce qu'en fait, euh, la Nouvelle-Zélande veut se débarrasser de ses prédateurs introduits, parce qu'il n'y avait pas de mammifères en Nouvelle-Zélande avant, il y avait que des oiseaux. Et du coup, ils veulent se débarrasser des mammifères d'ici 2050, donc c'est une énorme boucherie, quoi. Ouais, ouais. On tue de l'opossum. L'opossum, c'est quand Ouais, même un animal mignon, mais ouais. il décime les populations d'oiseaux. Donc d'un côté, il y a pas vraiment le choix, et c'est des campagnes d'empoisonnement et tout. Donc c'est vraiment ce côté-là un peu spécial. Il y a Qui des nous intéressaient. Ouais, il y a des Ouais. sanctuaires avec des immenses barrières de plusieurs mètres de haut qui permettent la biodiversité à certains endroits est un peu sous cloche. Donc c'est un peu spécial en fait. Et Ouais, donc vous vouliez ramener cette expérience-là qui pourra peut-être servir ou pas, mais en tout cas pour d'autres, pour les peut-être des chercheurs ou pour des associations de protection de l'environnement en France. Et effectivement, le projet, je le comprends parfaitement, mais c'est vrai que de manière un peu plus éthique et un peu plus philosophique, si on prend un peu de recul, on se dit mince, ce pauvre possum, il a rien demandé à personne, on lui a pas demandé son avis quand on l'a emmené en Nouvelle-Zélande, et maintenant on le décime. Et c'est vrai que je jette la pierre à personne, hein, voilà, on a été les premiers nous Européens à faire des bêtises comme ça, et maintenant on essaie de rattraper un peu ces erreurs-là, ou les Maoris, mais quelque part on se dit voilà, quel gâchis, quoi. Ouais, oui, c'est ça, parce qu'au final, bon, c'est vrai que l'opossum, c'est pas sa faute, hein. Voilà, Mais il a non. été introduit. C'est vrai que quand on voit qu'il touche à des espèces hyper endémiques de Nouvelle-Zélande, des espèces magnifiques d'oiseaux, voilà, la balance, voilà, Hmm. vite on se Et dit en que, fait, à travers ce projet, on veut aussi montrer une sorte de petite fenêtre, on va dire, sur peut-être un futur pour la France et l'Europe. Parce qu'en fait, ici, c'est assez dramatique parce que toutes les espèces sont sur le fil rouge. Donc, elles sont toutes sur. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'espèces
danger critique d'extinction sur l'UICN, par exemple les chasses noires, il reste quoi? 50 individus dans le monde, en Nouvelle-Zélande. Il reste 50 individus, donc c'est des mesures de conservation incroyables. Le kakapo, qui est un perroquet qui vit au sol et qui ne vole pas, le plus grand perroquet du monde, et ils ont dépensé des millions de dollars pour tenter de le conserver. C'est vraiment des actions de conservation démentielles parce que il reste quasi rien, et en fait on va tendre vers ça pour beaucoup d'espèces malheureusement, et c'est pour un peu montrer ça, ce côté dramatique qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir chez nous parce que c'est pas encore à ce point-là, quoi. Est-ce qu'il y a un vrai consensus là-bas au niveau des habitants, des politiques? Est-ce que tout le monde tire dans le même sens? Tire sans jeu de mots, hein, bien sûr, hein. Mais est-ce que tout le monde avance dans le même sens? Je veux dire, peut-être qu'il y a des gens qui pourraient se dire non, laissez-moi ces autres poissons tranquilles, trouvez une autre façon de faire plutôt que de les décimer comme ça, ou est-ce que tout le monde vraiment a le même objectif de protection? En fait, voilà, comme d'habitude, hein, il y a une partie de la population qui est déjà sensibilisée à ça. Je crois que dans les écoles, il y a quand même beaucoup de sensibilisation par rapport aux espèces introduites, etc., dès le plus jeune âge, en fait. Mais c'est vrai qu'après, bon, voilà, on rencontre des gens qui sont plus ou moins pour ou contre. Après, nous, on est dans un, là, en ce moment, on est en stage de recherche, donc on est forcément avec des gens qui pensent un peu dans cet aspect de conservation, donc on n'est peut-être pas très... Ouais, vous avez les points de vue que vous ramassez à droite à gauche sont un peu biaisés parce que vous êtes dans ce milieu finalement. Voilà. Après, on a rencontré beaucoup de gens quand on était dans le projet photo, on a rencontré beaucoup de gens qui étaient en voyage et qui n'avaient pas du tout été sensibilisés à toute l'urgence qu'il y a en Nouvelle-Zélande par rapport aux espèces. Alors pourtant, ils étaient en voyage dans ce pays. Parce que voilà, ça dépend l'intérêt qu'on a pour la nature, pour les espèces, etc. On voit de tout, quoi. Mais globalement, les Néo-Zélandais sont très attachés à leurs oiseaux, et il y a beaucoup d'espèces qui se sont fait sauver in extremis et qui sont maintenant en bonne posture parce que tout le monde adore les oiseaux ici. C'est incroyable, beaucoup plus qu'en France. Tout le monde connaît les espèces d'oiseaux quasiment. Les pays anglo-saxons, j'ai l'impression, hein. Toi, Lucas, qui est fan d'oiseaux et qui t'y intéresse depuis très longtemps, les pays anglo-saxons avec ce fameux birdwatching, et puis même en Angleterre, les gens, ça fait partie de la culture de nourrir les oiseaux et de les regarder beaucoup plus qu'en France, hein. Ah, carrément, ouais. Même au Canada, quand on y est allé, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influence américaine. Ben, c'est vraiment typiquement anglo-saxon, le birdwatching avec la Royal Society for Protecting of Birds, tout ça en Angleterre. Ouais, c'est vrai que c'est anglo-saxon, mais je pense aussi c'est qu'il y a un aspect très économique aussi en Nouvelle-Zélande qui est couplé à ça en plus, parce que les oiseaux ça rapporte beaucoup ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour voir les manchots ou les kiwis, ça rapporte énormément d'argent, je pense. D'accord. Alors sans trop aller loin dans le sujet, parce que c'est pas justement le cœur de l'interview, mais est-ce qu'il y a des mammifères endémiques en Nouvelle-Zélande? Ben non, justement, il n'y a pas de mammifères terrestres en Nouvelle-Zélande. Il y avait des chauves-souris, il y en a toujours, hein, quelques espèces de chauves-souris qui sont potentiellement natives, hein. Je crois pas qu'elles soient endémiques. Elles venaient d'Australie, mais maintenant il y a peut-être des sous-espèces qui se sont créées. Mais voilà, il y avait aucun mammifère terrestre, mais ils en ont introduit pour la chasse, etc. Voilà. Donc si on veut voir des grands prédateurs extraordinaires, faut pas aller en Nouvelle-Zélande, quoi. Voilà. Il y a des prédateurs marins. Déjà, il y a beaucoup de mammifères marins. Faut pas oublier, hein, parce que c'est vrai. du coup, moi, je suis plus là-dedans. Il y a vraiment une très grande diversité de mammifères marins, et c'est vrai que c'est vraiment important. Mais pas terrestre. Il y a beaucoup de mammifères comme les cervidés qui ont été introduits pour la chasse. Donc, on peut voir des cervidés dans la forêt, etc. Mais rien de... Alors pourquoi la Nouvelle-Zélande? Je veux dire, il y a d'autres zones dans le monde où il y a aussi des espèces endémiques. Je pense par exemple à la Réunion, par exemple, ou aussi je pense qu'au niveau de la destruction de la faune endémique, on a été aussi pas mal là-bas. Madagascar également, c'est connu pour ça. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? C'est plutôt personnel, ou vous sentiez qu'il y avait un vrai projet à faire là-bas? D'un côté, c'est personnel. Je pense que beaucoup d'adorateurs de la nature, on va dire, aiment bien le Canada, la Nouvelle-Zélande, des destinations où il y a encore beaucoup d'endroits sans personne. C'est 4 millions d'habitants pour la moitié de la France, à peu près, la Nouvelle-Zélande. Donc il y a beaucoup d'espace libre. Donc tu peux te balader dans la forêt sans rencontrer personne pendant une journée, et ça c'est vraiment excellent. Et je pense qu'aussi non. C'était un choix personnel aussi, parce que on voulait vraiment aller au plus loin, on va dire, de la France, et vraiment s'immerger pendant un an.
Après, bon, bien sûr, le côté naturaliste nous a ramené, hein, parce que bon, quand on voit toutes les espèces endémiques, voilà, le fait que ce soit austral, il y a aussi cette attraction. Moi, de l'Antarctique, voilà, c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup, donc c'est quand même assez austral. On voit des espèces comme l'albatros, etc., qui sont quand même très intéressantes. Ça, oui, ça participe à notre choix, oui, ça c'est sûr. D'accord. Et puis apprendre l'anglais aussi. Ah oui, aussi, bien sûr. Ouais, ben oui. Apprendre l'anglais, parce que nous, on voulait vraiment apprendre l'anglais. On a hésité avec l'Australie, mais l'Australie, c'est vrai que c'est grand. Et en fait, on voulait un pays qu'on connaisse Qu'on bien. puisse faire en un an, en fait, D'accord. sans se priver, en fait. C'est D'accord. important aussi. Et l'anglais, effectivement, c'est aussi un bon critère dans le choix. Alors, on va maintenant parler là, pareil, ça va intéresser beaucoup de personnes, sur la préparation d'un tel projet photo, préparation matérielle, mais aussi financière, parce que je pense que ce que vous nous racontez là, ça fait rêver tout le monde, et moi le premier, mais la question que j'ai en tête depuis le début, c'est en gros combien ça coûte et comment ça se finance, quoi. Voilà, en gros, comment vous avez financé un tel projet pendant cette année? Alors, il y a une partie, bien sûr, de financement personnel, hein, donc on a décidé de travailler. Lucas était en stage de recherche, donc il était rémunéré tous les mois pendant plusieurs mois, et moi j'ai travaillé l'été. Je suis maître nageur sauveteur sur les côtes landaises, donc du coup j'ai travaillé aussi l'été pour financer, évidemment. Après, on a décidé de faire un projet Ulule qu'on a lancé l'été dernier, donc pour un budget de... C'était combien? 2000, 3 000 euros. Parce qu'en fait, là, on l'a en dollars maintenant qu'on est en Nouvelle-Zélande. On l'a plus en... Donc euh, ouais, en fait, on a eu une somme totale de 3 000 euros, donc on était très contents, on n'espérait pas tant, donc vraiment, c'était une super surprise de voir que les gens étaient vraiment intéressés par un projet comme ça. Pour rappeler le projet LUL, donc le but, c'était de expliquer notre projet, ce qu'on voulait faire, créer un budget, dire voilà, le projet LUL va financer 33% du budget total. Et en contrepartie, pour chaque donation, en fonction du montant de la donation, on offrait quelque chose. Donc c'est assez facile en fait pour les autres photographes qui veulent faire ça, parce que en étant photographe, on a plein de contreparties à offrir. Par exemple des cartes postales, par exemple des posters, par exemple des calendriers sur plusieurs sites assez classiques. En fait, on peut faire ça. Et par exemple, nous on donnait pour 25 sur une donation de 100 euros, il y avait 25 euros de cadeau. Donc 25% du prix de donation allait en cadeau. C'est ce que je voulais dire en fait. En gros, il faut pas que les dons soient supérieurs, enfin les dons, ce que vous allez offrir en cadeau soit supérieur à ce qu'on vous offre, sinon c'est absolument peine perdue, quoi. Donc il faut trouver le bon équilibre en fait entre ce que vous coûtera les contreparties, les cadeaux, et en regard de ce que ça vous rapporte. Oui. Puis voilà. On voulait faire plaisir. En fait, notre but, c'était vraiment que nos images, en fait, elles circulent. On voulait pas. Ça nous a fait vraiment plaisir de faire ces contreparties parce que les gens ont eu, après l'investissement qu'ils avaient fait, ils ont eu un retour en fait réel de ce qu'on avait fait comme projet. Et vraiment, c'était hyper valorisant. On était super contents, quoi. Alors, pour rien vous cacher, je reçois pas tous les jours, mais régulièrement des demandes sur Instagram pour que je fasse justement la promo d'un tel projet. Et je le fais quasiment jamais parce que j'ai quand même toujours cette impression-là que la personne qui souhaite se faire financer via Ulule ou via Kickstarter ou peu importe le nom de la plateforme qui fait ça, ben quand même j'ai toujours un peu cette impression que la personne en question, c'est d'abord un projet perso. Et moi, mon premier sentiment, je me dis, ben, en gros, ben, voilà, il se le paye tout seul, quoi, en gros, hein. C'est un peu caricatural et un peu hard, mais, oui, mais c'est l'idée que je me fais. Est-ce que, alors, vous, qui avez réussi à lever, ces 3 000 euros, c'est vraiment génial. Comment vous avez réussi à justement faire passer le message de telle sorte que les gens n'aient pas l'impression de se dire, ben, je vais payer un voyage à des gens que je connais pas, quoi. En gros, comment on fait pour éviter ça? Alors nous déjà en fait c'était que notre projet, la finalité c'est pas personnel, c'est pas totalement personnel en fait, dans le sens où quand on va revenir on compte faire une exposition. On est en train d'écrire un livre sur les différentes espèces qu'on a rencontrées, un livre photo. Troisième chose, on fait un site internet où les gens ont pu suivre, qu'on t'a envoyé d'ailleurs, oui. Où les gens peuvent suivre notre aventure tout au long de l'année. Donc c'est vraiment quelque chose de partage et puis un peu une fenêtre sur l'autre bout du monde pour que les gens puissent nous suivre. Donc c'est ce qui leur a plu, et puis c'est surtout aussi que, on va dire peut-être nos gens proches, c'était beaucoup d'étudiants en fait qui nous ont aidés. Ce qui est étonnant, c'est que c'est beaucoup d'étudiants qui avaient pas forcément un sou en poche, mais qui étaient super contents de nous aider de participer, d'avoir leur petite carte postale d'Albatros à Noël, qui allait arriver pour Noël, et qui allaient être contente de voir l'expo peut-être à la fac
l'année d'après, quoi. Et donc c'est grâce à ça, quoi. Ça veut dire qu'en fait, il faut aussi pas hésiter quand on fait quelque chose comme ça, quand on veut faire un gros projet qui coûte de l'argent et donc on souhaite se faire financer par des contributeurs, d'abord peut-être d'aller toquer à la porte de ses proches, de la famille forcément, mais les amis, le grand cercle d'amis va d'abord assez aider plutôt que des inconnus qu'on pourrait avoir via les réseaux sociaux en fait, hein. Oui, ça c'est certain. Et puis c'est un peu, par exemple, là pour le coup, c'est les tantes, les grands-parents qui ont l'habitude de donner des choses à Noël, bah là ça leur fait encore doublement plaisir en fait, parce que là ils savent que ça va partir sur quelque chose qui vont vraiment nous être utile en fait, et donc ils sont très contents de donner. Et je tenais aussi à préciser que là on a fait Ulule parce que on n'avait pas le temps en fait avec nos études de faire autre chose. Mais moi, j'ai déjà fait un projet photographique en Espagne quand j'avais 18 ans sur le parc de Monfragüe. Et en fait, j'avais obtenu des financements de la mairie de ma commune parce qu'il y a énormément de financements pour projets étudiants, notamment la fac. On s'est pas penché dessus, mais il y a le FSDIE à la fac, le Fonds solidaire des initiatives étudiantes, le Crous qui initiative créativité. Il y a vraiment plein de choses qui permettent de monter un projet, de recevoir des financements de l'État quand on est étudiant. C'est ça qui est génial. Tant qu'on est étudiant et qu'on a la carte étudiante, jusqu'à la fin de ses études, en fait, on peut bénéficier de vraiment énormément d'aides de l'État sans pour autant passer par des choses comme Ulule. Alors ça, c'est très bien. Simplement, il faut prendre le temps de le réaliser. Donc du coup, j'en viens à ma question. En gros, quand on veut faire un projet comme ça, il faut s'y prendre combien de temps à l'avance? Parce que entre les plateformes de financement, entre les demandes les créations de dossiers de demandes d'aide financière, ça prend du temps, tout ça. Et puis des fois, il y a des refus, donc il faut peut-être recommencer. Il manque des pièces dans le dossier. Ça prend du temps. Combien, vous, par rapport à votre expérience, je sais pas à combien de temps, mois, années, il faut s'y préparer avant de partir réellement? Alors moi j'avais l'idée de partir en césure, hein, donc de faire cette année de césure dès ma 3e année de licence, donc il y a 2 ans. Et en fait on a vraiment décidé de partir il y a un an, donc en fait ce projet nous a pris un an de préparation, puisqu'on a commencé dès septembre 2017 parce que on avait voilà plein de choses organisées. Et le plus compliqué pour nous, hein, c'était que comme on était en année de césure, il y avait un dossier à monter pour l'université, parce que bien sûr il fallait qu'on valorise à fond cette année et qu'on montre qu'on allait faire des choses. Et c'est vrai que quand on est en master recherche et qu'on fait un projet photo, ça paraît parfois un peu naïf. On a eu beaucoup de problèmes, notamment moi, parce que voilà, l'université était pas très confiante, voilà, trouvait ça un peu, elle aurait préféré que je fasse un stage en recherche en fait pendant un an, Bien sûr. alors que moi j'avais vraiment envie de faire ça, ce projet, quoi. Ouais. Du coup, on a un peu mixé et on a fait en tout, on a 3 mois en fait, on a fait on va avoir à peu près 3 mois et demi de terrain photo, et le reste, on fait 4 mois de stage et 1 ou 2 mois de volontariat, quoi. Voilà. D'accord. Et du coup, pour continuer, donc ça a été compliqué parce qu'en fait, le projet de césure est validé qu'au mois de juin. Donc, on voulait partir en septembre. Donc, en fait, le projet Ulule, on a commencé à le créer, en fait, 3 mois avant de partir en Nouvelle-Zélande. Donc, ça veut dire que prendre les billets 3 mois à l'avance, voilà, c'est pas forcément évident. Ouais. On a dû tout organiser assez rapidement. Les mois d'été ont été déterminants parce que justement, à cause, entre guillemets, de la validation de l'année de césure, on n'avait pas pu anticiper plus que ça. Bien Donc sûr. on a préparé bien sûr, tout était prêt au moment donné, mais voilà, on pouvait pas se lancer tant qu'on n'avait pas la validation de l'université. Ouais, alors en gros, le plus tôt, c'est le mieux. Donc ça se prépare. Voilà, le message que vous faites passer, c'est que ça se prépare vraiment. Par rapport, je reviens un peu sur le budget, parce que c'est vraiment quand même le nerf de la guerre. Vous avez dit en gros 30% projet Ulule, aussi des fonds propres, et c'est vraiment c'est le duo là de des financements, fonds propres et puis donc économie en gros, hein, et puis et projet Ulule. Oui, Ouais. oui, je pense que c'est le fonds propre. Euh, Après, voilà, là, on est en stage, donc bien sûr, on a l'aide de nos parents, hein, ça, on peut pas le négliger, c'est D'accord. très important. Mais par contre, voilà, pour l'exposition qu'on souhaite financer pour l'an prochain, là, justement, on a le temps, là, on a vraiment du temps devant nous, donc on va essayer de solliciter tout ce qui est possible
via l'université. D'accord. Donc on va essayer dans le printemps européen, on va commencer à voilà se renseigner sur comment financer une exposition, quelle est l'expansion qu'on peut avoir pour une exposition comme ça, est-ce qu'on va pouvoir la montrer dans plusieurs universités, etc. Donc ça c'est dans les mois à venir. D'accord. On va organiser tout ça. Mais pour revenir sur le budget, Régis, ça dépend en fait. Là, c'est vraiment un budget pour la Nouvelle-Zélande parce que la Nouvelle-Zélande, on l'a fait en van en fait. Donc on devait acheter un van et ça coûte déjà 3000. On l'a acheté 3300 €. Donc ça représentait une grosse part du budget. Et vous allez revendre en fait. Oui, voilà, on va le revendre. Donc c'est un peu spécial parce qu'on va avoir de l'argent qui va revenir. Mais en gros, le van, ce qui nous a permis, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut faire du camping gratuit en Nouvelle-Zélande. Donc on n'avait pas de logement à payer, quoi. D'accord. Oui, on a fait vraiment low cost le plus possible, quoi. Ouais, non, c'est bien d'avoir alors c'est sûr que chaque projet est vraiment différent et unique. Donc voilà, ceux qui veulent se lancer là-dedans, ben ils auront d'autres contraintes, et peut-être une autre destination forcément. Donc c'est pas les mêmes contraintes et les mêmes budget non plus. Mais c'est bien d'avoir votre retour comme ça, on peut en gros avoir le grand concept général en tête et après il faut affiner évidemment. Quelque chose aussi qui est très important, dont on n'a pas parlé encore, c'est qu'on a utilisé le volontariat. Donc en fait, on a participé on a été volontaire pendant plusieurs semaines. Là, on a fait 2 semaines sur Stewart Island, où en fait, on est volontaire dans une structure de conservation. Donc on avait choisi une association locale qui faisait du contrôle predatory free, c'est-à-dire trapper des mammifères introduits. Et ça nous a permis d'être logés et nourris pendant plusieurs semaines sur un endroit qui était une île predatory free. Donc grâce à ces journées en fait qui nous ont pas coûté d'argent, on a pu vraiment partir en nature, se balader quand on voulait, chercher des kiwis notamment. Donc vraiment le volontariat c'est une bonne option si on veut à moindre coût passer beaucoup de temps dans un endroit très intéressant pour trouver des espèces. D'accord. Écoute, moi à vous écouter, de toute façon c'est pas parce que je vous écoute que j'ai ce regret là, mais ça fait un moment que je vous dis que moi quand j'étais étudiant, j'ai justement ce regret de pas avoir profité du statut étudiant pour faire ce genre de choses là, de partir à l'étranger, même pas forcément pour la photo parce qu'à l'époque je m'intéressais pas forcément à la photo, mais profiter de ce statut qui est quand même assez particulier et assez génial, et puis aussi de pas avoir, normalement, on n'a pas d'enfants, on n'a pas trop de contraintes, on n'a pas de maison à rembourser, à payer, ou des trucs comme ça, vraiment qui des fois empêchent de partir. Donc profitez, là, ceux qui nous écoutent, qui ont entre 18 et 30 ans pour faire très large, faut y aller, quoi. Ouais, faut foncer. Ouais. Je tiens juste à préciser vraiment très rapidement, notre année au Canada a coûté à nos parents beaucoup moins cher qu'une année en France. Tellement il y a d'aide de l'État pour partir à l'étranger, et il n'y a pas besoin d'être le premier de la promo non plus. Ouais. Voilà. Faut vraiment encourager. Faut arrêter de dire que une année à l'étranger ça coûte cher, etc. Si on s'en donne les moyens et qu'on fait ce qu'il faut pour avoir des aides de l'État, il y a pas de souci. Ouais, non, mais vraiment faut le faire. Et puis ça change la vie. D'ailleurs, ça vous a changé la vie, donc, et d'ailleurs vous êtes rencontrés grâce à ça, donc ça vous a vraiment changé la vie à tout point de vue. Donc il faut pas hésiter. Est-ce que donc vous passez pas votre temps à photographier, donc j'ai bien compris, il y a aussi du temps de recherche, mais quand vous faites de la photo, comment vous organisez vos journées? Tiens, aujourd'hui on va photographier telle espèce parce qu'on est dans le coin où elle vit, ou vous, en gros, allez, je schématise, mais vous marchez, tiens, il y a ça ici, on va photographier, mais on sait pas ce que c'est. Comment vous faites? Alors en fait, on avait plusieurs projets espèces phares dans le projet photo, une dizaine, 5 espèces d'oiseaux marins et 5 espèces d'oiseaux terrestres. Donc à l'avance, on avait fait beaucoup de recherches bibliographiques pour savoir les meilleurs endroits pour les observer. Souvent c'est assez facile parce que dans le cadre des oiseaux marins, c'est des colonies, donc il y en a pas 100 000 non plus accessibles au public. Par exemple, je prends le cas des manchots antipodes, donc un petit manchot avec un sourcil jaune. Et c'était assez facile parce qu'il y a qu'un endroit en fait où il y a une grosse colonie qu'on peut voir. Donc on s'est rendu là-bas et on est resté. On reste jusqu'à ce qu'on ait des assez bonnes photos sur les lieux, vu qu'on a un van et que souvent il y a des campings pas très loin. Et sinon, c'est un peu à l'opportunité parce qu'il y a plein de fois en fait où on faisait une randonnée pour telle espèce et qu'on voyait une autre espèce, tout ça. Bon, généralement, on essaye de se lever tôt et de rester tard le soir pour
pour avoir le maximum de chances de la rencontrer, quoi. D'accord. Elle est une question très pratico-pratique par rapport au stockage photo, parce que vous prenez des milliers de photos. Comment vous les stockez et surtout par rapport à la taille que ça prend, vous avez quoi comme solution de sauvegarde en fait pour pas tout perdre d'un coup, parce que j'imagine que si vous perdez, c'est une catastrophe. C'est quand même le cœur du projet. Vous faites comment pour ne pas être stressé par rapport à ça? Alors là, c'est une super question, Régis, parce Et je l'ai que pas prévu, et c'est la question piège de l'interview. et on s'est fait des grosses frayeurs. Parce que, Ouais. en fait, déjà, on n'avait pas de batterie dans le van, donc des fois, on restait... parce que dans le van, on était en autonomie des fois pendant une semaine. Donc, on avait qu'un ordinateur et décharger des photos, ça prend énormément de batterie. Et il y a plein de fois où j'arrivais pas à finir le déchargement de toutes les cartes. Donc, on croisait les doigts. Et sinon, une fois qu'elles étaient sur l'ordi, j'avais un disque dur externe où je mets toutes les photos sur le disque dur externe. Donc, elles sont sur l'ordi, sur le disque dur externe. Et chaque semaine, je faisais une sélection des meilleures photos de la semaine que je mettais tout sur une clé USB de 64 Go pour avoir une troisième sauvegarde. Je mettais juste les meilleurs et je les passais sur l'ordi à Manon. Donc, on avait 4 sauvegardes. Voilà, non, mais ça, j'adore. On avait 2 sauvegardes générales, quoi, et 4 sauvegardes des meilleures photos. D'accord. Ouais. Mais, je suis embêtant, hein, mais si vous avez un gros pépin, un gros voile et tout ça, je veux dire, tout est dans le van en fait. Donc voilà. Dans le van, Ouais. dans le van. Mais caché à des endroits différents. Et vraiment, c'est des questions importantes parce que j'ai déjà eu, moi, ça m'est jamais arrivé, donc je croise les doigts, je touche du bois, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont été volées dans des camping-cars, par exemple. Et il ne reste plus rien, quoi. Donc, est-ce que vous conseillez de planquer dans des endroits différents chacune de ces sauvegardes-là? Comment vous faites? Ou vous apportez sur vous quand vous sortez? Ouais, alors, ce qu'on a eu vraiment de la chance, c'est que pour le coup, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un pays safe. Beaucoup de gens laissent ouvert leur voiture sans problème hein, sur des parkings pendant plusieurs heures. Donc, c'est vrai que c'est pas dans la culture, hein, on va dire. Donc, on a fait attention. Il y a plusieurs fois où on est parti, mais du coup, on avait le sac à dos photo, donc on le prenait souvent avec nous hein, quand on allait se balader. Bon, on le prenait pas pour aller faire les courses, hein, bien sûr, mais les sauvegardes, on les cachait pas forcément. Hein. Oui, peut-être que moi j'ai l'habitude d'utiliser sur l'appareil photo le mode vous savez la petite clé là pour garder la photo. Et en fait, dès que j'ai une photo que je juge que j'adore, une photo que j'aime que je fais et que j'adore, je mets tout de suite le petit truc et je les laisse tout le temps sur les cartes parce que sur une carte de 32 Go de laisser 5 photos, ça fait rien en fait. Ouais, c'est une bonne astuce. Du coup, je laisse toujours ces photos. Dans le pire des cas, j'ai mes 5 photos préférées toujours avec moi, parce que j'ai toujours l'appareil photo avec moi, quoi que je fasse. Ouais, voilà, on les avait gardées. D'accord. La solution en ligne, au moins d'uploader, je sais pas, votre sélection serrée de photos, même si c'est plusieurs centaines de mégas, est-ce que c'était envisageable ou pas par rapport au coût d'avoir un abonnement et d'avoir, je sais pas, la 4G, je sais pas si c'est là-bas la 4G, mais peu importe, est-ce que c'était jouable ou pas? Il y a pas beaucoup de réseaux, donc c'était un peu compliqué niveau internet, mais en fait, généralement, on allait dans des bibliothèques. Des bibliothèques. Et moi, j'envoie souvent les meilleures photos à mon père, parce que bon, c'est pas un spécialiste de la photo, mais il apprécie de regarder mes photos, mes parents, donc je leur envoie les photos, je me dis toujours, bon, au moins, eux, ils ont mes photos, quelques-unes. Oui, ouais, d'accord. Oui, après, maintenant, on a quand même pas, enfin, maintenant qu'on a arrêté le road trip pour le projet photo, on a quand même commencé à, diffuser nos photos sur les réseaux, on a participé à des concours photos, on en a sur Instagram, etc. Donc, du coup, on a un peu tout partout, quoi. Là, maintenant, c'est plus safe. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question et super importante parce que c'est, voilà, une perte de carte mémoire, une carte mémoire ou un disque dur qui flanche et qui crache, ça arrive quasiment jamais, mais vraiment, il faut faire attention à ça et c'est bien d'avoir partagé votre expérience. On arrive à la fin de l'interview parce que ça fait déjà une heure qu'on est ensemble et puis donc chez vous les 23h les gars, hein, donc il va falloir aller peut-être vous reposer, je sais pas. Le week-end ça va. C'est le week-end, ok, d'accord. Est-ce que où est-ce qu'on peut retrouver votre travail? Donc on n'a toujours pas mentionné votre site internet, donc allez-y, dites-le, et aussi votre compte Insta ou Facebook, où est-ce qu'on peut vous suivre et puis vous laisser des commentaires, vous encourager, voir voir votre travail. Alors moi je m'occupe de l'Instagram, donc c'est Vie Auteur Photographie. Comment tu écris Alors THE. Hein, ah oui, donc en anglais quoi. Ah, d'accord.
Okay. Oui, voilà. Les loutres, entre guillemets, les loutres, c'était un petit surnom qu'on avait entre nous, tiré du bas, photographie avec un Y en anglais. D'accord. Voilà. Ok, ça marche, super. Et ouais, donc je mettrai le lien dans l'article, hein, je mettrai le lien aussi. Mais et pour le site? Le site c'est objectifviesauvage.wordpress.com, donc objectif comme un objectif photographique, D'accord. vie sauvage sans s.wordpress.com. D'accord, ça marche. Donc là, voilà, c'est simple, on y va, on suit vos stories, votre quasiment ce que vous faites au quotidien. Donc c'est vraiment super super sympa et je conseille à. Et j'ai une page Facebook aussi Ouais, où je mets beaucoup de photos, En fait, on essaie de pas mettre les mêmes photos sur tous les réseaux sociaux. d'accord. Souvent, on varie un petit peu. Donc, il y a la page Facebook où souvent il y a plus d'écriture sur sur Oui. l'anecdote en fait de la rencontre. Et c'est ma page Facebook, donc c'est Lucas Munier, photographeur. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager pour nous faire rêver un peu et bah voilà, pour nous faire sourire? Je sais pas, un truc qui vous est arrivé à l'un et l'autre pendant votre voyage là? Alors, on en a une qui est vraiment assez exceptionnelle. C'est pas un oiseau, hein, malheureusement, mais le jour de l'anniversaire de Lucas, nous étions sur Ulva Island, qui est une île prédatorifère qui est tout au sud de la Nouvelle-Zélande. Donc, on a pris le ferry, etc. Et on se baladait dans la forêt. On a eu 8 heures de pluie dans la journée, donc il faisait très froid et il pleuvait, donc pas d'oiseaux. Donc voilà, assez déçu. Et au moment d'arriver sur une des plages, j'étais un peu en avance sur lui puisqu'il traînait la patte parce qu'il était pas très content. Et je vois sur la plage un léopard des mers. Donc, très grande surprise, je retourne en arrière lui dire Lucas, je te souhaite un bon anniversaire. Et on arrive tous les deux sur la plage où on a eu l'exceptionnelle chance de voir un léopard des mers qui est resté toute l'après-midi et s'est laissé très bien photographier pendant plusieurs heures. Donc, ouais, c'était vraiment un moment unique. Ah ouais. Pour ma défense, je tiens à préciser que donc l'île, c'est une île qui est donc on va déjà sur Stewart Island qui est une île au sud de l'île du Sud et c'est une île qui est encore plus à côté en fait de l'île principale et en fait c'est une île où on est posé en bateau le matin et on vient nous rechercher le soir donc Oui. on restait sur l'île sans abri et en fait il pleuvait des cordes en non-stop. Ah ouais. Et donc là, Voilà. tu disais, mince, enfin voilà, la journée ratée quoi. Ouais. Ouais, Surtout en fait, les on boules avait, pour le matériel. Ouais. oui, mais Aussi, parce ouais. que déjà, voilà, le matériel, il a plu, voilà, 8 heures, des trombes d'eau dans une forêt humide, donc ça ruisselle de partout. On a eu très, très peur pour les objectifs. En plus, on venait de commencer le projet, hein, ça fait un mois qu'on était arrivé. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va perdre le matériel. Ouais. C'était pas, voilà. C'était pas drôle mais bon, Léopard des mers c'était quand même vraiment cool et puis à quelques mètres, on était tout seul quoi. Puis sur une plage, en plus, c'est un mammifère marin, voilà, qui tourne autour de l'Antarctique, donc on a l'habitude de le voir avec des paysages plutôt glaciaires, etc. Et là, c'était vraiment une plage paradisiaque avec une flore complètement tropicale, et du coup, c'était unique de l'avoir vraiment de capturer une photo dans cet environnement-là, c'était vraiment exceptionnel. Ah ouais, j'imagine l'émotion que vous avez dû ressentir, c'est super. Bon, du coup, maintenant, tu promets, t'as pas demandé à un copain de se déguiser en léopard des mers, hein? Ouais, promis. Il l'aurait pas très bien fait. C'était compliqué. Ouais, sinon Vas-y, oui, Lucas. L'anecdote du kiwi, je dirais que on a passé 2 semaines à le chercher en fait. Tous les soirs, on se disait allez, on va le chercher. Et en fait, ça fait quand même un peu peur de se balader. Enfin, moi, je suis pas très à l'aise de me balader dans la nuit, Dans en forêt. La nuit en pleine forêt, parce que c'est pas, enfin, c'est quand même assez. Il y a beaucoup d'opossums, tout ça, qui sont un peu furtifs et quand il y a pas de lune, tout ça, c'est un peu spécial. Ouais. Et c'est vrai que on a passé beaucoup d'heures en forêt la nuit sans rien voir, donc on avait marre. Et au bout de 2 semaines, il y a un local qui nous a dit bon allez, moi je vous emmène en voiture, je connais. Vous partez demain, je vais quand même vous amener. Je connais un super. Il vous a vu galérer pendant 2 semaines, il s'est dit bon allez, je vais les aider un peu quoi. Il connaissait un super spot et on a passé quand même 2h30 à le chercher avec lui. Et au bout d'un moment, on est tombé sur 2 kiwis et en fait, ils étaient tellement proches que ils lui passaient dans les bottes, quoi. Ah ouais, ils nous touchaient. C'était incroyable et vraiment une super observation, un super bon moment avec un local, quoi. On comprenait pas trop, mais il avait un accent assez typique. mais, et puis on a eu des belles
on a eu très peu de minutes, mais on a eu des belles photos. On est très content d'avoir sorti du kiwi au grand angle et au 70-200, si je me rappelle bien. Ouais. Donc c'était vraiment des conditions pas faciles, mais on est très content de ce qu'on a fait. D'accord. Bon, ces photos-là et d'autres, on peut les voir sur les réseaux, vous l'avez dit, sur votre site internet. Manon, Lucas, mille merci, c'était super. J'ai passé un bon moment. Voilà, un petit bout de Nouvelle-Zélande, c'était chouette. Merci beaucoup, Régis. Merci à toi, Régis, de nous avoir invités, c'était super. Ouais, on est très contents, merci. Donc, je suis en master IEGB, donc ingénierie et écologie des ingénierie et pardon. Je couperai au montage, t'inquiète pas, j'en ferai aussi, donc il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, bon, bref. En tout cas, c'est pas le cœur de la formation, c'est... Oh, pardon. Hop. Je pensais que j'allais faire, mais je l'ai pas fait. Ouais, ce sera dans le bêtisier, bravo, c'est ça, exactement. Donc oui, pardon, refusé. Voilà.